il y a un document qui a été écrit à peu près par 1000 libéraux, qui a été souhaité par Macron, qui s'appelle CAP 22. Et dedans, vous retrouvez toute la ligne idéologique du libéralisme qui, en fait, propose, et c'est les choix politiques qui sont en train de se mettre en place, on le voit bien, même y compris pour le sport et autres, c'est de garder que les fonctions régaliennes, État, armée, police, et tout confier le reste au privé. Et c'est vrai, ce que tu as raison de dire, c'est que le capital, il a besoin de se redéployer, donc il est toujours à la recherche de nouvelles sources de profit. Et d'ailleurs, ça fait partie des négociations au niveau international, de l'ouverture de tous les marchés aux services. Et quand il a parlé des services, c'est le train, l'hôpital et autres. On voit bien ce qui est en train de se passer. Parce que la bulle spéculative aujourd'hui a besoin de retrouver des nouvelles sources de profit. Et on sait très bien qu'on est au bord d'une nouvelle crise systémique, parce que les masses d'argent qui sont mises en jeu sur les marchés financiers, et ça nous renvoie aussi, et peut-être aussi dans le débat, parce qu'on est en train de travailler là-dessus, sur les 1000 milliards chaque année que la Banque européenne donne aux banques pour spéculer à taux négatif, alors que sur ces 1000 milliards, on pourrait avoir des sommes importantes qui pourraient servir à développer les infrastructures de transport, notamment publiques, et à moderniser les réseaux, et améliorer le sort des citoyens. C'est tout ça les enjeux, quoi. Merci Philippe. Ouais, je vais revenir sur... tu as parlé de Ouibus. Vous avez parlé de Ouibus, c'est l'écart Macron. Pour faire l'écart Macron, alors que nous a été présenté comme étant la réponse aussi aux mobilités. Donc d'entrée, comme d'habitude, il y a eu plusieurs sociétés qui sont mises sur les rangs, qui se sont créées. Et puis, fin de compte, aujourd'hui, il n'en reste plus que deux, notamment Flixbus, bien sûr, avec l'excellent exposé de ce qu'est Flixbus, Flixtrain, et voilà. Alors, la filiale de la SNCF Ouibus, c'est quand même incroyable. C'est qu'elle était déficitaire, tout le temps. Il a fallu recapitaliser sur 3 ans, 175 millions d'euros. En 2016, elle a perdu 45 millions d'euros, à tel point que cette année, ou l'an passé, la SNCF a abandonné, et c'est Blablacar qui a racheté. Oui, parce qu'on perdait de l'argent. Mais alors, ce qui est le plus dur dans cette affaire, c'est que... Alors, je ne dis pas que ça correspond pas à des besoins, notamment pour la jeunesse, de voyager à moindre prix, tout ça. Ça, c'est une autre question. Mais ce qui est plus déroutant, d'ailleurs, c'est l'agence de régulation des activités ferroviaires et routières, dans ce qu'on appelle l'ARAFER, qui a fait donc un bilan, et elle a démontré que le lancement de ces cars, là, les cars Macron, eh bien, n'a pratiquement pas pris de voyageurs à la route. Enfin, c'est plus sur le train. Et d'ailleurs, la filiale de la SNCF, Ouibus, a plus concurrencé les trains de la SNCF, les TER, les trains communs, Intercités, et le TGV même. Puisque, effectivement, il desservait tout un tas de lignes, de relations parallèles aux trains de la SNCF. Alors, on dit, mais c'est... Donc la SNCF organise sa propre concurrence de ses activités. Et donc, d'ailleurs, pour un exemple concret, j'avais demandé au département de la SNCF qui s'occupe de ça, sur Paris-Clermont, on met des bus à 9 euros le parcours. Eh bien, sur un semestre, on a eu 12% de voyageurs en moins dans les trains entre Paris et Clermont. Donc voilà, donc on siphonne les trains, enfin bon, c'est n'importe quoi. Mais alors, ça va encore plus loin aujourd'hui, puisque ça a été évoqué tout à l'heure. On a ce qu'on appelle aujourd'hui, parce que ça va encore changer au 1er janvier, puisque la SNCF va devenir une société anonyme, avec des filiales et tout ça, changement de statut, abandon du statut pour les recrutements, enfin bref, on pousse le libéralisme à fond. Alors, on a une branche aujourd'hui qui s'appelle SNCF Réseau. Ancien réseau Ferré de France, avec aussi l'infra SNCF et tout ça. Donc SNCF Réseau gère les infrastructures ferroviaires. Eh bien, les patrons de SNCF Réseau, qui sont d'ailleurs des cheminots que je connais, ils démarchent des opérateurs privés concurrents à la SNCF. Pourquoi? Parce que plus il y a de trains, plus il y a d'opérateurs, plus ils encaissent des péages.
hein, c'est-à-dire les droits de circuler, tout ça. Pourquoi cette démarche? Parce que l'État s'est désengagé du financement des infrastructures. Si on regarde l'Europe, alors c'est quand même incroyable, sur 10 ans par exemple, l'Italie engage 42 milliards d'euros dans l'entretien, la maintenance, le financement des infrastructures ferroviaires. C'est, comment dire, et nous en France c'est que 27 milliards. Ouais. Hein, et le réseau italien est moins dense. Alors donc tout ça, il y a effectivement, mais quand je disais que c'est préparé, c'est comme ça. D'ailleurs, bon, tous les accidents qu'on a pu avoir là, ces dernières années, notamment Bretigny, où il y a eu cette mort en 2013 et tout ça, ont mis en exergue le sous-investissement du réseau classique. Mais c'est des politiques délibérées, c'est pas accidentel. C'est effectivement, on a plus privilégié effectivement le TGV, les lignes à grande vitesse, et on a complètement délaissé le réseau classique, qui est quand même le plus important dans les 29 000 km de voies ferrées que compte le réseau ferré national. Donc tout ça, et après, effectivement, aujourd'hui, on a un retard considérable. Il faut effectivement maintenant fermer des lignes les week-ends pour faire des travaux. C'est vrai, on ferme par exemple des week-ends entiers, on ferme la ligne Paris-Toulouse, on ferme la ligne Paris-Clermont. Parce qu'on a pris trop de retard. Et donc, c'est ce qu'ont porté d'ailleurs les syndicats pendant des années, on les a pas entendus. Mais bon, donc voilà, je pense que c'est la réalité. Alors, le fret SNCF, là, ouvert à la concurrence, parce que quand on a ouvert à la concurrence, mis à la concurrence le fret SNCF, on a dit c'est le seul moyen pour revitaliser, relancer l'activité de transport de marchandises par rail. Alors là, c'était incroyable, tout le monde avait des propos lénifiants, dithyrambiques, en disant « Vous allez voir, la concurrence, c'est la réponse ». On s'aperçoit que, alors là, en 2000, le rail captait 20% des marchandises transportées en France. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. C'est même 7% maintenant. Le rail SNCF, 7%. Alors après, avec une casse terrible, plus de 400 gares fermées au trafic fret. Les triages, il n'en reste plus que deux grands triages. On est passé de 15 000 cheminots qui travaillaient pour l'activité transport de marchandises, on en est à 7 000 aujourd'hui. Et on prévoit encore des suppressions d'emplois dans le trafic. Et dans le même temps, il faudrait ce qu'on appelle le report modal, au titre de la lutte contre le réchauffement climatique, il faudrait transporter plus de marchandises sur les trains. Le train, c'est quand même l'outil, l'instrument qui est le moins polluant par rapport à d'autres modes de transport. Eh bien non. Alors là, les discours, on les a. Hein. Alors bien sûr, on a en débat aujourd'hui ce qu'on appelle la loi sur les mobilités. On aurait pu penser que là, dans cette loi, portée par une ancienne dirigeante de la SNCF, Elisabeth Borne, qu'on puisse donner quand même une part certaine au développement, à la relance du transport de marchandises par train. Non. Alors là, effectivement, la loi sur les mobilités, c'est les trottinettes, c'est les voitures autonomes, c'est les voitures électriques, c'est les applications numériques. Alors, ça a certainement un intérêt, mais on ne parle plus de transport collectif. On ne parle plus de transport collectif. Mais alors, je parle de la loi en ce moment qui est en débat, mais on a eu avant la loi sur la transition énergétique, on n'a pas parlé des transports, et surtout pas du rail. Le plan Hulot, c'était pareil. Et avant, on a eu plusieurs conférences intergouvernementales sur l'environnement, on n'a jamais parlé du rail. Alors je ne vous parle pas de la COP 21. Donc d'un côté, on a des discours, et de l'autre, on a des actes contraires. Alors, le citoyen usager, électeur, contribuable, il va dire mais pourquoi on en est là aujourd'hui ? Il y a quand même des raisons politiques, mais ça mérite effectivement de continuer à interpeller les décideurs politiques. Le train de Rungis, le train de Rungis, alors le train de primeur, les trains de primeur, il y en avait deux avant, hein. Ils en ont déjà supprimé un en 2017, et là le dernier train qui transportait fruits et légumes au départ du mine de Perpignan jusqu'aux mines de Rungis, alors il faut savoir qu'il y a eu des investissements publics à Perpignan et à Rungis pour moderniser la gare de Rungis, notamment avec le conseil départemental du Val-de-Marne. Eh bien, on a laissé la SNCF. Et là aussi, c'est préparé, hein, parce que c'est pas comme ça. Hein. Tout est préparé, tout est planifié, tout est organisé. Et donc, les wagons frigorifiques commençaient à souffrir, hein, à être un peu obsolètes.
il aurait dû y avoir, au niveau de la SNCF, un plan de construction de nouveaux wagons frigorifiques. Non, 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 non. On a laissé jusqu'au bout. Et puis, ben voilà, ben la SNCF a dit, voilà, nous on peut plus, alors, même la SNCF est actionnaire, hein, puisqu'après c'est les chargeurs, hein, les chargeurs qui ont besoin de faire transporter la marchandise pour arriver au marché de Rungis. Ben donc, voilà, ben donc on a fermé, on abandonne. Alors je sais pas, j'ose espérer que le nouveau président de la SNCF, je le disais tout à l'heure aux camarades qui m'ont emmené, il pourrait marquer son arrivée avec une décision forte de relancer le train de primeur, à partir du 1er novembre, parce que c'était la date qui avait été lancée, parce qu'aujourd'hui la SNCF traîne les pieds, les wagons sont dans le triage à Nîmes et Cergy. Et donc les chargeurs, ils ont dit, nous, n'importe comment, notre marchandise, il faut qu'elle monte, hein. Donc les camions, donc 25 000 camions en plus sur les routes par an. Voilà. Et puis on a par exemple l'autotrain, un service qui permettait de mettre les voitures sur les porte-autos, notamment dans des relations Paris-Hendaye, Paris-Nice et tout ça. Donc les gens ils viennent en gare de Bercy, les cheminots ils prennent en charge leur voiture, les mettent sur les porte-autos et tout ça. Les gens ils partent en train de nuit ou en TGV même à la limite, hein. Et puis ils récupèrent leur voiture et tout ça. Donc il y avait encore 75 000 à 80 000 véhicules, je dirais, de chargés par an. Ça concernait 150 000 familles. Eh bien non, on décide de le fermer. On décide de fermer. Voilà. Alors, le pire, alors je disais, mais c'est dommage parce qu'il y a le président, enfin Pépi, qui était interviewé par Bourdin dernièrement sur RMC BFM TV. Bourdin, il le titille là-dessus, et Pépi répond, mais monsieur Bourdin, vous croyez que c'est très écologique de transporter des voitures, des automobiles sur 1000 km sur un train? Bourdin, il aurait pu répondre, mais c'est plus écologique de les mettre sur la route ou dans des camions, parce que c'est ça qui est prévu. Enfin bon, vous voyez, quand je parle d'actes contraires, par rapport à tous ces discours publics là, vraiment c'est pas normal, c'est pas possible. Je termine avec le cheminot bashing, parce que vous l'avez évoqué. Bon, on retrouve les mêmes arguments qu'on a connus ces dernières années. Lorsque par exemple il a fallu mettre en place le service minimum dans les transports publics terrestres, c'est-à-dire s'attaquer au droit de grève, s'attaquer aux conditions d'exercice du droit de grève, parce que c'était pas une réponse à l'amélioration des transports du quotidien, c'était effectivement, il faut empêcher ces cheminots d'utiliser la grève pour exprimer des revendications, des opinions, donc il faut réduire le droit de grève. Donc le service minimum dans les transports publics, ça a été ça, et donc on nous a opposé à l'opinion publique, en travaillant l'opinion, où il y avait de façon cyclique des sondages qui disaient 80% des Français, y compris des usagers, ils veulent effectivement qu'il y ait le service minimum et tout ça. Et bien pour la retraite, c'est pareil. En plus, il y a des inepties de raconter, des omissions, des mensonges, parce que n'entendront pas au Café du Commerce, où ça serait le privé qui financerait la retraite des cheminots, alors que les cheminots, ils ont un système qui a des cotisations supérieures de 11% aux cotisations du régime général, ce qui sert à financer les droits spécifiques à la retraite. C'est les cheminots, avec cotisation employeurs et employés, qui financent leurs droits spécifiques à la retraite. C'est pas le privé. C'est-à-dire, les droits spécifiques, c'est le calcul de la retraite sur les 6 derniers mois. C'est la possibilité de partir aujourd'hui, hier, 52 ans pour les agents de conduite, 57 ans pour les autres cheminots et tout ça. Donc voilà, donc, et puis après, je le dis, ce que j'avais d'ailleurs interpellé dans son bureau le président Sarkozy, parce qu'il me parlait d'équité, d'égalité. J'ai dit, moi je suis aussi pour, monsieur le président, l'équité, mais l'harmonisation par le haut. Toutes les réformes sur les retraites d'ailleurs, parce que c'est ça l'argument en disant, c'est plus possible. Si on veut sauver le système par répartition, il faut une nouvelle réforme. Il faut une nouvelle réforme. Oui, mais toutes les réformes qui ont été menées depuis 2003 par exemple, même avant, même en 94, 13, dans le mois d'août, où Balladur il prend un décret pour passer de 37 ans et demi à 40 ans d'annuité de cotisation. Donc tout ça, ça a été présenté pour maintenir le système par répartition. Mais la finalité de ces réformes, c'est quoi? C'est de travailler plus longtemps, de payer plus cher et de toucher moins en retraite. Parce que c'est pour faire baisser le niveau du montant des retraites versées. Ce que le Conseil d'orientation des retraites avait bien mis en exergue, en disant, si ça continue comme ça, à l'horizon 2030,
eh bien, le niveau des montants de retraite vont diminuer de 25 à 30%. C'est ça la finalité. C'est ça la finalité. Et puis, bien sûr, pousser aux assurances privées. Pousser aux assurances privées. Donc voilà, donc je crois qu'il faut aussi savoir engager le débat et essayer de contrer tout un tas d'inepties qui sont racontées, qui sont véhiculées, et même qui peuvent prendre aussi dans l'opinion publique. Hein.